Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas, je fais de la location courte durée depuis maintenant 2016 et de la sous-location professionnelle depuis 2019. Aujourd'hui, je gère plus de 20 biens en sous-location professionnelle. Ma mission est simple, c'est de vous partager des astuces, des interviews, des tutoriels pour vous amener à créer, automatiser et surtout optimiser votre activité de sous-location professionnelle et de location courte durée. Donc, si tu es débutant dans l'activité de location courte durée ou de sous-location professionnelle, ou si tu as déjà débuté depuis un certain moment, abonne-toi à cette chaîne. Je te partage plein d'astuces, tutoriels et interviews comme aujourd'hui d'ailleurs, où je vais faire un interview avec Céline qui est architecte d'intérieur et qui va nous expliquer comment son métier peut nous aider, nous, sous-loueurs professionnels ou loueurs en courte durée, à améliorer la qualité perçue de notre logement et donc évidemment derrière améliorer le taux d'occupation et de réservation sur notre logement et améliorer notre rentabilité. Donc on passe tout de suite derrière mon écran et écoutez bien cette interview qui va vous partager énormément de valeur. Bonjour à toi Céline, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que Céline, tu peux te présenter et puis nous expliquer quel est ton métier et notamment le métier d'architecte d'intérieur? Oui, bonjour, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui, Nicolas. Alors, je suis Céline Cléo, je suis la fondatrice de l'atelier Eau d'Intérieur, un cabinet d'architecture intérieure spécialisé dans l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs dans l'aménagement et la préparation de leur rénovation de biens afin qu'ils puissent préparer leurs travaux au mieux, optimiser leurs biens en maximisant chacun des mètres carrés et qui respectent aussi leurs contraintes de budget et de délai par rapport à ces aménagements. Ok. Et quel est l'intérêt justement pour nous, loueurs en courte durée, sous-loueurs professionnels, quel est l'intérêt de passer et pourquoi il faut passer par un architecte d'intérieur comme toi justement? Alors l'intérêt de passer par un architecte d'intérieur, c'est de préparer et de mettre en place la feuille de route de la rénovation des travaux pour éviter que le chantier ne dérive au gré des découvertes et des interventions des artisans. Bien souvent, malheureusement, quand on commence des travaux, on n'a pas un plan figé et beaucoup d'investisseurs avancent dans cette phase de travaux au gré des retours des artisans, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, pas faire et pas forcément avec un objectif défini. Donc du coup, l'intérêt de faire intervenir un architecte d'intérieur en amont, c'est de préparer justement ce que l'on veut obtenir dans le cadre de cette rénovation en mettant en place un plan d'aménagement clair, un descriptif des travaux aussi précis et détaillé que possible pour derrière pouvoir aller contacter des artisans qualifiés en ayant une carte pour aller à l'objectif. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est défini, les artisans ont cette feuille de route pour toute la longueur de la réalisation et ça évite de se retrouver à se poser des questions en cours de chantier. On a déjà bien assez de surprises dans un chantier quand il est préparé. C'est pas la peine de partir un peu au petit bonheur la chance, comme diraient certains, en commençant une rénovation. Donc l'intérêt de l'architecte d'intérieur, c'est en amont de définir le cahier des charges et les objectifs de l'investisseur pour que derrière, on définisse ensemble l'aménagement le plus opportun pour le bien considéré en fonction de ses objectifs, de son budget et de ses contraintes de délai. Et une fois que tout ça est mis en place, on peut démarrer les travaux avec les artisans en sachant exactement là où on veut qu'ils nous mènent. Ok. Justement, aujourd'hui, on entend un peu tout, architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, architecte. C'est vrai que c'est difficile pour nous, lorsqu'on fait de la sous-location professionnelle ou de la location courte durée, de savoir à qui s'adresser. On comprend bien qu'il y a un intérêt pour nous de s'adresser à des professionnels comme toi parce que ça va améliorer la qualité perçue de nos logements et donc par la suite améliorer notre rentabilité. Mais il y a tellement de monde maintenant sur le marché qu'on a du mal à se retrouver. Est-ce que toi, tu peux déjà nous expliquer un peu les différences et puis les conseils que tu peux nous donner à ce sujet? Aucun souci. Alors, avant d'aller sur architecte d'intérieur, décorateur, on va d'abord se poser une question en amont parce que beaucoup ne savent pas faire la différence déjà entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. C'est vrai. Première question à se poser, qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître d'œuvre? Alors, quand moi j'interviens auprès d'étudiants, j'ai un moyen mémotechnique pour faire la différence qui est très très simple et qui marque les esprits. Le maître d'ouvrage, c'est simple, c'est celui qui a un besoin et c'est lui qui fait l'échec.
C'est lui qui paye. Ok. Donc tout le monde est amené à devenir maître d'ouvrage. Le jour où toi ou moi nous faisons construire notre maison, on est maître d'ouvrage ce jour-là. On n'est pas maître d'œuvre, on est maître d'ouvrage, on est le client. Donc une fois qu'on a écarté la case du maître d'ouvrage, reste le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, en fait, c'est celui qui, à la demande du client, donc du maître d'ouvrage, va définir le projet et comment réaliser le projet. C'est pas lui qui le fait, c'est lui qui définit en fonction des besoins et des contraintes, qui va définir le projet et comment arriver à le construire. Et c'est là où ça commence à devenir un peu flou pour les gens, c'est dans la case maître d'œuvre, en fait, il y a énormément de monde qui vient dans cette case-là, dont les architectes d'intérieur et dont les décorateurs. Tous sont à un moment ou sont une forme de maîtrise d'œuvre. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué quand on n'est pas entre guillemets dans le milieu de faire la différence. En fait, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'un architecte est un maître d'œuvre comme un architecte d'intérieur est aussi maître d'œuvre. Voilà. Quand on a passé cette étape du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur? Alors j'ai fait un post il y a quelques mois là-dessus où j'avais fait une petite paire de lunettes, mais au lieu d'avoir 2 yeux, il y en a 3 pour chacun, puisqu'en fait, chacun des 3 n'intervient pas sur la même enveloppe. L'architecte, lui, il raisonne sur l'enveloppe, sur le bâti extérieur et son intégration dans son environnement. On appelle ça un peu aussi, il y a la notion d'urbanisme. Donc c'est surtout la géométrie extérieure, l'implantation du bâtiment sur la parcelle. L'architecte d'intérieur, lui, il travaille à l'intérieur de cette boîte, entre guillemets, qu'a défini l'architecte. Il n'y a pas de relation avec l'extérieur. L'architecte d'intérieur n'impacte que l'aménagement à l'intérieur de la boîte extérieure. Et enfin, le décorateur, lui, il est là pour des choix de matériaux, des choix de couleurs, les implantations, le choix du design du mobilier, des luminaires. Il est plus là pour venir habiller cet intérieur. Le décorateur ne va pas raisonner où est-ce que je vais mettre la cuisine, comment est-ce que je distribue les pièces, comment est-ce que j'implante la salle de bain et la suite parentale. Ça doit être fait en amont de sa mission. Le décorateur, il va venir pour dire, la chambre des parents, ils veulent tel type de déco, donc on va leur prévoir tel luminaire, tel papier peint, on va mettre une petite touche de peinture, on va mettre tel matériau au sol. C'est vraiment 3 visions différentes qui sont complémentaires, mais qui sont vraiment 3 métiers différents. Donc sur un chantier, en fait, il peut avoir ces 3 corps de métier. Il peut y avoir les 3, effectivement. Fonction de... Et l'architecte d'intérieur se trouve en fait dans le processus, il se trouve au milieu. Il se trouve des fois en fait à déborder un peu sur la mission de décoration ou à déborder un peu sur la mission de l'architecte s'il y a par exemple besoin de modifier une ouverture en façade ou faire un agrandissement. Et là, il doit voir avec un architecte parce que dans le cadre des autorisations, malheureusement, l'architecte d'intérieur ne peut pas faire toutes les demandes d'autorisation administrative pour les travaux. Donc dans ce cas-là, on s'appuie effectivement avec un architecte pour aller sur ces points-là. Mais voilà, l'architecte d'intérieur, en fait, il est vraiment entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve des fois un peu à déborder d'un côté et de l'autre. Tout à l'heure, tu disais que tu étais spécialisé auprès des investisseurs. Toi, quel est le profil d'investisseur que tu accompagnes en tant qu'architecte d'intérieur? Derrière le profil d'investisseur, en fait, effectivement, il y a beaucoup de profils différents. Alors, aujourd'hui, moi, j'interviens auprès d'investisseurs individuels qui sont des particuliers qui investissent dans le cadre de leur projet de retraite ou de projet de vie pour changer d'activité ou quoi que ce soit. J'interviens aussi auprès de propriétaires bailleurs. Donc, ce sont des gens qui ont déjà du patrimoine et qui sont amenés à le rénover ou à le faire changer de mode d'exploitation, notamment pour basculer sur du meublé, pour basculer sur de la courte durée. J'ai aussi des propriétaires de résidences secondaires qui sont très peu souvent dans leur bien, mais qui veulent le garder parce que bien souvent c'est des biens de famille. Donc ils veulent pouvoir en conserver l'usage pendant de courtes périodes dans l'année, mais ils veulent pouvoir l'exploiter notamment en Airbnb le reste de l'année pour pouvoir financer l'entretien de la propriété et voir d'autres projets aussi. J'ai aussi des marchands de biens qui font appel à moi dans le cadre de restructuration, notamment d'immeubles de rapport ou de grosses propriétés. J'ai aussi des conciergeries et des sous-loueurs professionnels qui font appel à moi. Alors là, sur des projets un peu moins impactants pour les biens puisqu'ils ne sont entre guillemets pas propriétaires des lieux. Donc leur choix d'investissement à l'intérieur d'un bien qui n'est pas le leur est plus
est plus réduite. Et là, je suis plus effectivement sur une mission à la limite entre l'architecture d'intérieur et la décoration intérieure, tout en étant avec cette logique de quand même maximiser chacun des mètres carrés qui sont loués pour pouvoir les exploiter à leur maximum. Et justement, pour si je suis sous-loueur professionnel ou loueur en courte durée, je suis en train de regarder cette vidéo, comment je peux te retrouver, te contacter, sachant qu'on mettra évidemment tes informations sous cette vidéo, parce que tout à l'heure tu parlais aussi de posts que tu avais mis sur les réseaux sociaux, donc je pense que tu es aussi actif sur les réseaux sociaux. Comment on peut te retrouver et te contacter pour avoir une approche avec toi? Alors, déjà, il y a simplement en tapant le nom de mon atelier, donc Aude Intérieur, donc vous retrouvez soit la fiche Google, soit la page d'accès à mon site internet, sur lequel vous aurez un formulaire de contact pour m'envoyer les éléments de ce qui peut être intéressant. Après, effectivement, j'ai une page professionnelle, que ce soit sur Facebook et sur LinkedIn, sur lequel je fais des parutions assez régulièrement, même si pendant la période d'été, j'ai un peu espacé, puisqu'on est tous plus ou moins en vacances, donc je laisse les cerveaux se reposer un petit peu. Donc oui, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, et enfin oui, sur mon site internet, où vous trouvez un certain nombre d'articles et puis de réalisations déjà faites. Ok, on mettra justement sous la vidéo comment te contacter. Les gens pourront cliquer directement Ok. sur les liens. Justement, tu parlais d'aménagement, de chantiers que tu avais déjà fait avant même de nous présenter les chantiers que tu as déjà fait ou des chantiers en cours. Toi, quels sont pour toi les aménagements qui sont les plus impactants dans la qualité perçue? En tout cas pour nous, nos voyageurs, qui sont nos clients. Quels sont pour toi vraiment les aménagements qui, selon toi, c'est vraiment un impératif de travailler là-dessus parce que ça va améliorer la qualité perçue du logement et donc derrière nécessairement se retrouver avec des voyageurs satisfaits qui nous mettent des excellents commentaires et donc par la suite faire fonctionner les algorithmes Airbnb et Booking pour améliorer nos taux d'occupation. Est-ce que tu as des astuces ou des choses à nous dire à ce sujet? Ce que je vais vous dire, c'est pas une révélation du jour et ce sera pas un scoop. Il est vrai que pour se démarquer et être impactant au niveau des aménagements, pour moi aujourd'hui, à différents niveaux d'investissement, parce qu'on est bien d'accord, un sous-loueur ne va pas investir de la même façon qu'un propriétaire. Pour moi, il y a 4 axes qui sont vraiment importants. Les 2 premiers qui sont assez courants, c'est la cuisine, la salle de bain, pour qu'on ait quelque chose qui soit à la fois propre, bien aménagé, qui donne envie. On voit que c'est bien entretenu et avec des matières qui soient durables, dans le sens où un investisseur, quand il refait sa salle de bain, il faut pas qu'il aille la refaire tous les 3 ans. On est d'accord? De la même façon sur la cuisine, ça, au niveau des voyageurs, c'est quelque chose qui est très souvent regardé et qui est déclencheur. Un autre aspect que je regarde, alors celui-là, il n'est pas forcément visible pour les voyageurs, mais il est important pour l'exploitation, notamment en LCD, c'est tout ce qui est rangement. Il y a malheureusement beaucoup de rangements qui manquent dans beaucoup de biens que j'ai pu étudier, à la fois pour l'exploitation, c'est-à-dire qu'il faut stocker tous les consommables, le linge, enfin voilà, il y a cette notion d'exploitation derrière la LCD qui bien souvent malheureusement est pas pris en compte. J'ai ce souci du rangement pour le personnel de ménage derrière, mais aussi pour les voyageurs, parce que moi aussi étant voyageuse, je suis toujours stupéfaite, ou alors c'est mon regard d'architecte d'intérieur, d'arriver dans certains hébergements qui sont mais magnifiques, et un truc tout bête, je peux même pas accrocher mon manteau en arrivant dans le logement. Donc avoir cette notion de rangement à la fois pour l'exploitant et pour le voyageur, oui, il est là pour quelque temps et tout, mais il va vivre dedans. Donc moi, quand j'arrive dans un bien, j'ai pas forcément envie d'avoir ma valise au milieu du couloir, même si le couloir il est super large. J'ai envie de pouvoir vider ma valise dans une commode et puis planquer la valise pour le reste du séjour pour me sentir chez moi. Je permets juste de te couper parce que c'est vrai que pour, d'une part, la partie logistique et la partie exploitation du bien, beaucoup l'oublient. On pense toujours à la qualité perçue, la valeur perçue pour notre voyageur. On oublie souvent pour nos équipes à quel endroit on va stocker les consommables, par exemple, à quel endroit on va ranger tel ou tel élément qu'on aura besoin, comme les éléments de la blanchisserie, le linge, etc. Et donc ça, c'est bien d'avoir ton regard par rapport à ça parce que certains architectes d'intérieur qui sont pas spécialisés dans la location courte durée ou la sous-location professionnelle n'ont
n'ont pas ce regard-là. Donc ça, c'est très important. Et ce que tu viens de dire aussi au début de s'appuyer sur la cuisine et la salle de bain, qui sont des éléments extrêmement importants pour les voyageurs, va vraiment dans le sens de ce que je préconise, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on met les photos sur Airbnb Booking, dans les 5 premières photos, je préconise de mettre effectivement la salle de bain et la cuisine, en plus d'autres éléments évidemment, parce que ce sont des éléments effectivement discriminants dans le choix des voyageurs. Et donc, s'il y a bien des éléments sur lesquels il faut faire un effort financier, ou en tout cas un effort pour pouvoir mettre en avant ces pièces-là, c'est vraiment sur ces éléments-là. Donc, ça me conforte dans ce que je partage auprès de vous, auprès de la communauté. Donc là, tu nous disais un peu les éléments qui sont discriminants dans le sens où qui sont importants à mettre en avant. À l'inverse, est-ce que toi, tu vois des erreurs? Alors par contre, Pardon, je t'ai coupé. il y en a un dernier. Ouais, parce que du coup, je t'avais dit qu'il y en avait 4. Là, j'avais fait les 3 premiers, donc salle de bain, cuisine et les rangements. Mais il y en a un quatrième qui est quand même important, c'est la déco. Mais pour moi, ça vient en dernier. Parce que c'est ce qui vient habiller et faire effectivement l'effet coup de cœur que peuvent avoir les voyageurs sur les photos et tout. Mais là, on est plus dans les accessoires, sur des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Voilà, donc c'était pour moi les quatre leviers les plus importants par ordre de. Mais comme tu disais, c'est la dernière chose qui vient, c'est qu'il ne faut pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire penser d'abord à l'effet waouh avant d'avoir mis en place les autres éléments. Okay. Parce qu'on peut avoir un super bel appartement, s'il n'est pas fonctionnel, derrière les gens mettront des commentaires qui mettront en avant ces points négatifs et malheureusement ça va pas aller dans le sens de la longévité du bien, quoi. Justement, ça va dans le sens de ma question, c'est quelles sont toi les erreurs courantes que tu vois des personnes qui se lancent dans la LCD, qui se lancent dans la sous-location professionnelle, toi avec ton œil professionnel ou même avec ton œil de voyageuse comme tu le disais juste avant, quelles sont les erreurs que tu vois de façon récurrente et qui va permettre à notre communauté peut-être de se reconnaître là-dedans et puis de pouvoir mettre en place des améliorations pour, comme toujours, améliorer la qualité perçue, pour améliorer le parcours de notre voyageur, parce que c'est quand même ça l'intérêt. Le client est roi et c'est ce qui permet de répondre aux besoins de nos clients et donc de nos voyageurs et donc d'améliorer évidemment derrière nos résultats et notre rentabilité. Alors moi, les erreurs les plus fréquentes que j'ai pu voir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à savoir que beaucoup de gens arrivent avec alors c'est facile aujourd'hui de s'improviser décorateur d'intérieur. On va sur Pinterest, on est submergé d'idées, il n'y a pas de souci là-dessus. On a beaucoup d'investisseurs qui raisonnent déco et qui vont être sur le paraître entre guillemets, sans penser aux fonctionnalités. Et on se retrouve derrière avec des biens qui au départ étaient très sympas sur les photos, mais au gré des usages, on voit que le propriétaire ou le sous-loueur, peu importe, l'exploitant de façon générale, est venu rajouter des éléments disparates parce qu'il s'est rendu compte qu'il manquait ceci, qu'il manquait cela, et du coup on se retrouve avec au départ une idée qui était cohérente, avec un fil conducteur de décoration, enfin qui inclut des matériaux, des choses comme ça. Et puis au final, on se retrouve avec quelque chose au bout de quelques mois, un bien qui est avec un intérieur très hétéroclite parce qu'il s'est rendu compte qu'il manquait un meuble dans la salle de bain pour poser la trousse de toilette. Il manquait le fameux petit meuble d'entrée pour pouvoir poser son sac à main et pendre son manteau et ranger 2-3 chaussures. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un ensemble au bout d'un an et demi, où on a plein de petites choses qui sont venues se rajouter et on voit que ça a été rajouté. L'ambiance générale a perdu de son sens en fait. C'est pour ça que c'est important de le préparer en amont et de voir un peu tous les usages qu'il faut bien intégrer pour avoir une cohérence, même si derrière les achats se font au fil du temps parce qu'il peut pas tout investir du début, mais au moins l'exploitant a sa feuille de route, il sait à quoi il veut aboutir et au fur et à mesure qu'il a des rentrées d'argent, il peut compléter, mais il complète toujours en restant dans le fil conducteur du projet, sans faire ça au dernier moment en disant mince j'ai besoin d'un truc. Au moins il sait au fur et à mesure que les rentrées d'argent arrivent, il complète s'il faut. Donc là-dessus il y a cet aspect-là et l'autre aspect c'est dans le choix des matériaux sur les rénovations un peu plus importantes. Je pense notamment au sol, aux meubles de cuisine et de salle de bain. Les carrelages encore pas trop, mais on a parfois eu des mauvaises surprises avec des carrelages qui avaient été mis en place de mauvaise qualité, mais c'est surtout les sols, notamment les stratifiés et tout ce qui est mobilier qui malheureusement, à vouloir prendre du pas cher, et du coup ça coûte très cher. Parce que
on se retrouve au départ à avoir un budget qu'on essaye de minimiser sur ces éléments-là. Et au final, on se retrouve 3-4 ans après à devoir refaire des sols sur un appartement entier, à devoir refaire du mobilier de cuisine parce qu'il a été pris dans un budget minime au départ. Et du coup, avec la sollicitation qu'il y a eu pendant l'exploitation, parce qu'il faut quand même le dire, quand on est en location courte durée, tous les éléments du mobilier sont quand même fortement sollicités avec plus ou moins de soins. Et du coup, il y a des matériaux qui vieillissent très très mal. Je pense notamment au sol stratifié où quand on prend un premier prix ou même un deuxième prix, dans le temps, avec le nombre de voyageurs qui vont passer dessus avec les valises à roulettes et compagnie, ou qui vont arriver, qui vont pas faire attention, les chaussures sont mouillées, ils en prennent pas soin comme s'ils étaient chez eux. Et du coup, on se retrouve avec des sols qui se dégradent très très vite. Et devoir changer un sol, mine de rien, quand on est en exploitation, c'est compliqué derrière parce que ça veut dire vider tout l'appartement, neutraliser le logement pendant un certain temps pour venir refaire toute la surface. Effectivement, c'est pour ça que, comme tu disais, le pas cher coûte cher et c'est important de penser à tout ça avec du passage intensif qui va être présent dans votre logement. Toi, aujourd'hui, comment tu travailles avec tes investisseurs? Est-ce que tu peux travailler à distance avec eux? Est-ce que tu travailles uniquement de manière géographique? Comment tu Non. Alors, j'ai deux approches parce qu'effectivement, il y a une approche locale et une approche à distance, forcément. La grosse différence, en fait, se situe sur le suivi de la réalisation. Quand je suis en local, je propose la mission de suivi de chantier que je partage avec un maître d'œuvre d'exécution. On y revient, nos fameux maître d'œuvre, c'est un autre personnage de la maîtrise d'œuvre, mais qui est spécialisé dans le chantier. Parce que là aussi, chacun a son métier. Donc, quand c'est entre guillemets du local, je propose la mission suivi de réalisation jusqu'à la mise en place du mobilier et la remise des clés à la conciergerie ou à l'exploitant si le client le souhaite. Alors ça, je le fais qu'en local. Alors le local, pour ce qui me concerne, moi je suis basée en périphérie de Lyon et j'interviens grosso modo du sud de la Bourgogne, de la Saône-et-Loire jusqu'au nord de la Drôme, en passant notamment sur tout l'est lyonnais, le nord Isère, l'Ain. Voilà. Donc à ce niveau-là, j'interviens physiquement et sur le suivi de chantier. Pour tous les autres projets, je fais effectivement du travail à distance. Et là, par contre, je ne fais pas je ne fais pas le suivi de chantier, forcément, puisque à distance. Quand je travaille à distance, l'objectif, c'est que à la fin de ma mission, une mission classique de conception et de préparation de chantier, à la fin de ma mission, le client, il a un dossier qui lui permet derrière de pouvoir consulter ses artisans et de pouvoir dérouler son chantier jusqu'à l'aménagement en toute autonomie. Ok. Très bien. Avant que tu nous présentes, parce qu'il nous reste quelques minutes, avant que tu nous présentes les chantiers, les choses que tu as pu présenter, il y a aussi une question qui revient souvent, qui m'a été posée aussi, c'est comment se facturent tes honoraires? Est-ce que ça peut être pris en charge dans un prêt immobilier ou est-ce que c'est en plus du prêt immobilier que se facturent tes honoraires? Comment ça peut être intégré dans un plan de financement? Alors, les honoraires de maîtrise d'œuvre, de façon générale, que ce soit un architecte d'intérieur ou un maître d'œuvre d'exécution, sont finançables au même titre que les honoraires de nos agents immobiliers ou de tout autre intervenant sur le chantier, dans la mesure où il y a un financement de travaux. Si on est sur un dossier où il n'y a pas d'enveloppe travaux, c'est compliqué de justifier d'honoraires d'un architecte d'intérieur. À partir du moment où il y a un financement global, il faut effectivement intégrer cette prestation dans le cadre du financement. Donc voilà pour cet aspect-là. Après, en termes de facturation, contrairement à ce que certains pratiquent dans la profession, moi je ne facture pas un pourcentage du montant des travaux, parce que c'est très dangereux pour le client et pour le maître d'œuvre. Moi, je travaille à la surface traitée, en fait. C'est un forfait sur lequel on se met d'accord au début et le forfait est calculé en fonction de la surface du bien à aménager et d'autres paramètres, notamment le nombre de pièces techniques qui demandent un travail un peu plus approfondi. Mais c'est un travail qui est forfaitaire avec différentes étapes dans la mission, mais c'est forfaitaire. Après que les travaux ils coûtent 50 000 ou 70 000, le forfait d'honoraires de ma mission, lui, ne bougera pas. Ok.
Très bien. Bon, moi, Voilà. c'est clair, c'est transparent et ça évite tout litige. Pour finir cette vidéo, est-ce que justement tu peux nous partager concrètement des chantiers que tu as faits? Si je me trompe pas, tu as préparé des slides à Ouais. ce sujet. Est-ce que Alors, ouais. tu peux nous les partager? Du coup, j'ai préparé deux exemples de travail de plan. Un dont je crois que les deux, oui, la réalisation est terminée. Donc, je vous propose de vous présenter le premier. Il s'agit d'une colocation qui a été Ok. faite dans la Drôme. Donc, sur le plan avant, rapidement, c'était un appartement c'est un T4 de 80 mètres carrés. Le problème, il traînait sur le marché parce qu'on a la chambre 2, la chambre 3 qui était en enfilade. Donc, il ne partait pas. Donc, l'investisseur m'a demandé de travailler le plan pour en faire une colocation de 3 chambres en revoyant l'aménagement intérieur. Donc c'est ce qu'on a sur le plan après. Donc en fait, on voit que le salon a été rétréci pour créer une chambre ici à Ouais. l'extrémité. Et en fait, on a les 3 chambres qui ont été implantées en étoile autour de l'espace de vie qui est devenu central. En fait, on a pu faire ça parce qu'on a déplacé la cuisine en fait dans l'ancienne chambre 2. La chambre qui était au bout de l'enfilade a été maintenue et la cuisine initiale a été transformée en chambre. Donc ça nous a permis de créer une vraie colocation avec 3 espaces privatifs complètement indépendants. Si je vais un peu plus loin, donc là c'est les photos de la réalisation, donc le avant après, donc c'est la partie salon qui était donc à l'angle là des deux Ouais. rues, C'est qui a devenu été chambre. transformée en chambre. Et ensuite, le deuxième exemple, il est tiré d'un immeuble de rapport qui a été rénové, toujours dans la Drôme, où là, on avait au dernier étage un T2 qui était très, très, très mal fichu parce qu'il avait il n'avait que le nom de T2 parce qu'en réalité, quand on regarde le plan avant, on a une grande chambre ici, une toute petite ici dont la fenêtre donne sur la cage d'escalier. Et ensuite, on a une espèce de pièce là qui était censée faire salon-cuisine avec un bout de salle de bain et le WC qui donnait dessus, en sachant que le salon cuisine faisait moins de 9 mètres carrés. Donc du coup, on avait un vrai sujet d'implantation des usages. Donc vu qu'il y avait une grosse rénovation, là, c'était une rénovation complète. Du coup, on a revu totalement le plan et on a basculé en fait les espaces. Il n'y a plus qu'une chambre, forcément, qui elle est venue sur l'arrière, côté calme, côté court, en gardant l'implantation de la salle de bain qui est devenue la salle de bain de l'appartement, mais en privatif, entre guillemets. Et sur la partie avant où nous avions les 2 chambres, on a fait tout l'espace de vie, donc qui lui est de ce fait côté rue, avec le salon cuisine qui a une lumière traversante entre l'escalier et la fenêtre sur la rue. Et on a relocalisé les toilettes de façon à ce qu'ils soient à mi-chemin entre l'espace nuit privatif et l'espace de vie. Voilà. Et là aussi, donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés. Voici le rendu final de la chambre. Donc la cuisine avant travaux, une fois démontée, et la chambre une fois terminée. Ok, bon ben en tout cas très bien, Voilà. merci. En tout cas, ça nous permet Des petits de mettre exemples. du concret sur les choses Volontiers. que tu nous as indiquées. Je trouve qu'effectivement c'est très qualitatif. En plus, ça permet effectivement d'optimiser les espaces et donc d'améliorer aussi la valeur du logement dans lequel a investi l'investisseur. Donc c'est super. Franchement, je voulais encore te remercier pour toute la valeur que tu as partagée Merci. dans cette interview. Est-ce que pour finir, tu peux nous rappeler comment on peut te contacter? Ça permettra à chacun, même si on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, comment te contacter, de se rappeler comment te contacter, même si je mettrai évidemment toutes les informations sous cette vidéo. Et puis je te remercie encore vraiment, vraiment pour toute cette valeur et surtout le concret que tu as partagé aujourd'hui. Eh bien, pour me contacter, n'hésitez pas avec mon nom et puis le nom de mon atelier. Donc, Céline Cléo, architecte d'intérieur chez Eau d'Intérieur. Donc, vous me trouvez facilement en cherchant sur Internet, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et encore merci à toi de m'avoir accueilli. Bah, je mettrai effectivement les deux informations, donc le lien vers ton site internet et le lien vers tes réseaux. Évidemment, si vous également vous souhaitez avoir encore plus de contenu sur la location courte durée ou la sous-location professionnelle, sous cette vidéo, je vous mettrai également d'autres contenus gratuits. Donc, je vous invite à les consulter. Si vous êtes motivé, vous allez rapidement trouver tous les éléments dont vous avez besoin. Ben, je te remercie encore une nouvelle fois, Céline, et puis ben, je te dis à très vite et puis à très bientôt.